Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette 15e émission de notre programme Technique picturale. Le titre de notre émission aujourd'hui est « Que faut-il penser des dessins d'enfants ?» Eh bien, j'ai avec moi deux charmantes invitées qui vont m'aider à bien finir ma tâche. Je vous présente tout d'abord une Québécoise de Québec, Michèle Lemieux, illustratrice de livres pour enfants, publiés aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon dans plusieurs langues. Elle a aussi écrit des textes pour certains livres. Et à côté d'elle, une Montréalaise, Darcia Labrosse, illustratrice également de livres pour enfants. Elle a réalisé plus de 18 livres publiés, entre autres aux éditions de la Courte-Échelle, Pierre Tisser et Oraton Laveur. Prix du gouverneur général pour le livre qui s'intitule « Venir au monde ». Et je m'arrête. Trop de preuves, ça fatigue la vérité. Alors, je vais tout d'abord... Nous allons diviser notre émission en deux tranches. La première tranche, je vais parler un peu des dessins d'enfants. Ensuite, la deuxième tranche, je vais en discuter avec Darcia et Michèle. Comment font-elles pour dessiner des dessins pour enfants? Comment opèrent-elles? Donc d'abord, je vais étudier les dessins d'enfants. Ensuite, nous allons étudier comment vous dessinez pour les enfants. Alors, pour aller plus vite, il faut dire, je reçois beaucoup de téléphones et j'ai reçu l'année dernière beaucoup de lettres me demandant les enfants, faudrait-il qu'ils apprennent à dessiner et à peindre ou pas? Alors, j'ai dit tout de suite non. Il ne faut jamais apprendre à dessiner aux enfants de l'âge de 6 à 13 ans. Il faut bien s'entendre. Pourquoi? Parce que l'enfant de 6 à 13 ans est un génie, est un petit génie en herbe. Lui, il peut nous apprendre des choses. Les dessins d'enfants, au fait, ils s'adressent à des psychologues. C'est psychologique. Ils révèlent à celui qui sait les interpréter les dispositions caractérielles des enfants suivant le milieu dans lequel ils ont vécu, le milieu social et le milieu familial. Ils sont donc intéressants de 6 à 16 ans, pas plus. Plus l'enfant vieillit, moins il dessine et moins il est intéressant. Passé 16 ans, ça c'est une autre question. Là, tout va s'éteindre en lui. Il n'y a pas de continuité entre le dessin d'adulte et le dessin d'enfant. Ce que nous avons été comme enfants est mort et bien mort après l'âge de 14-15 ans, la puberté. Il faut que je vous note quelque chose, vous qui illustrez pour les enfants, que l'enfant, quand il dessine pour lui, à peine pour les autres. Il n'est pas vrai, mais il est vraisemblable. Pour lui, le dessin, c'est une soupape qui va éclater. Autrement, l'enfant passe de mauvais moments. Mais, arrivé à l'âge de 16 ans, 14, 15 ans, 16 ans, à ce moment-là, il ne dessine plus. Il va explorer un monde nouveau. Avant cet âge-là, j'ai dit bien qu'il ne faut jamais lui apprendre à dessiner. Parce que l'enfant est un génie, comme je disais, et il nous apprend beaucoup de choses. Ce qui m'étonne le plus, c'est quand on vient me dire que l'enfant, à l'école, on leur apprend la créativité. Là, je m'arrache les cheveux. Comment peut-on apprendre la créativité à un enfant qui attire des Braque et des Picasso à ses expositions? L'année dernière, ou il y a quelques années, on a eu une exposition d'enfants à Montréal. Elle a eu un grand succès. Picasso, Braque, quand il allait visiter une exposition, un journaliste l'a rencontré sur les marches
du Grand Palais. « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, vous, maître ?» Georges Braque. Il lui dit « Taisez-vous, je viens recharger mes batteries. » Et Picasso, quand Herbert Reed, un critique d'art, écrivain anglais, lui posait une question pareille, il lui a dit « Je dois vous avouer, quand j'avais leur âge, je dessinais comme Raphaël. Et j'ai passé toute ma vie à apprendre à dessiner comme eux. » Ça veut tout dire. Laissez donc vos enfants à l'école. Ne leur apprenez pas, ne les envoyez pas à des cours pour enfants. C'est un argent perdu. Pourquoi? Parce que si vous leur donnez des cours, vous allez couvrir le réel par l'artificiel. Le réel, c'est l'enfant qui l'a. L'artificiel, ce qu'on lui apprend. C'est un monde à part. Alors, soyons prudents. Regardons les dessins d'enfants comme ils doivent être regardés. Et ne disons pas, nous allons les envoyer à telle ou telle école, et là, ils deviendront des Riopelle, des Pellan ou des Fortin. Non. Ça, c'est une mauvaise décision. Ce qu'ils apprennent à l'école, c'est assez suffisant. Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école? La technique de la chose. C'est-à-dire, l'enfant prend ce pinceau et puis il veut dessiner. Il y a du matériel à côté de lui, des ingrédients, des pâtes. On va lui apprendre, ça c'est de l'acrylique, ça. Attention, tu vas mélanger ça avec de l'eau et tu fais ci, tu fais ça. Tandis que là, c'est de l'huile. C'est cette technique simplement qu'il faut lui apprendre et laissons-le se débattre avec ses couleurs et jouer. Maintenant, une fois arrivé, puisqu'on est là, et notre programme, c'est un programme technique qui s'adresse à des adultes aussi, je vais suivre l'enfant dans son adolescence. Passé 18 ans, on a dit qu'il va découvrir un monde nouveau. Il n'y a plus de lien entre l'adulte et... Pourtant, il y a eu, je vais vous montrer ça, des jeunes qui ont été des génies. Ça n'a jamais continué dans leur adolescence, dans leur vie, jamais. Je vous donne des exemples. Roberto Benzi. Peut-être vous n'avez pas entendu parler de Roberto Benzi. C'était un jeune chef d'orchestre italien, il avait 7-8 ans. Il dirigeait un orchestre de 40-50 musiciens. Et nous avons eu aussi, en France, il y a eu Minou Drouet, qui a bouleversé la France. Il faisait des poèmes. Ça a bouleversé la France, ce qu'elle faisait. Minou Drouet. Qu'est-ce qui entend parler de Minou Drouet aujourd'hui? Non. Darcia, moi, je vous entends dire, mais... parce que je sais toujours, hein, je dois te tutoyer parce que je t'ai vu naître, moi. Et tu aurais pu me dire, et le musicien qui était génial. Je parlais de Mozart. Mozart, oui. Oui, mais Mozart, il a continué, n'est-ce pas? Il a été génial, mais il a vécu jusqu'à quel âge? Très, très jeune. Il faut dire que aussi, il y a les exceptions confirment la règle. Il faut toujours des exceptions. Mais en général, ça s'arrête. On arrive donc à l'âge de la puberté. À ce moment-là, vous pouvez envoyer votre enfant, votre jeune garçon à l'école. Il va apprendre quoi à ce moment-là? Il va apprendre la technique. C'est dommage. Il apprend la technique, mais sa technique va se soumettre à son innocence. L'innocence d'enfant qu'il avait, il l'a plus. C'est la technique qui prend le dessus. Mais après l'âge, mettons, ça va lui prendre jusqu'à 30-40 ans. Après 40 ans, la technique, à son tour, se soumet à la sensation. C'est-à-dire, l'enfant, il commence d'abord instinctivement à travailler, spontanément. Ensuite, ça s'efface avec la puberté. À ce moment-là, il va apprendre la technique. Et à un certain âge, après la technique, là, il va se soumettre à la sensation. C'est là où on commence à être vraiment complet. Ça, c'est l'âge dans lequel tout le monde passe les 3 étapes de chacun. Nous n'allons pas plus loin.
Maintenant, qui sont au premier rang? Donc, il y a 3 phases. Il y a les enfants, travaillent instinctivement. Il y a la technique des adultes. Et puis, la sensation qui vient avec l'âge. La première, ce sont les naïfs qui sont au premier rang. Et ensuite, vous avez les peintres pompiers. Là, vous devez connaître, je vous en ai certainement parlé des peintres pompiers dans une émission. Ce sont les peintres qui ont du talent, qui ont du métier, mais ils n'ont pas de talent. C'est ce qu'on disait dans une émission. Mais les troisièmes, ce sont qui retrouvent leur fraîcheur d'âme d'antan. C'est parce que quand le peintre se réveille le matin et qu'il veut finir ton tableau, il fait sa petite prière. Il dit, mon Dieu, faites aujourd'hui pour finir mon tableau que je retrouve la fraîcheur de mon enfance. Et quand je dis moi à mes élèves, soyez spontanés. Pourquoi je leur dis soyez spontanés? Parce que dans la spontanéité, il y a toujours une fraîcheur d'enfance. Quand on est spontané, c'est notre instinct d'enfant qui traduit notre spontanéité. Alors, là, j'aimerais bien vous entendre toutes les deux. Vous êtes des illustratrices de dessins pour enfants. Je vous ai expliqué un peu ce que fait l'enfant. L'enfant, lui, quand il dessine, hein, il est là, il travaille, il ne regarde plus personne. Hein? C'est fini, il est dans un autre monde. Quand vous allez composer ou faire un dessin ou un texte, vous avez vécu, évidemment tous, nous avons vécu cet état-là. Par quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous met sur les rails pour commencer un travail quelconque? Soit dessin pour enfants, soit texte pour enfants. Darcia commence pour voir. Je dirais que d'abord, ça me prend une histoire, parce que pour illustrer des livres pour enfants, c'est un livre, donc c'est en général le texte et l'illustration. Je cherche à avoir un texte qui va m'inspirer souvent. Pardon? Où? Qui vous le donne? Des auteurs, des écrivains qui nous donnent un texte, et le texte doit d'abord me plaire. Il y a des illustrateurs qui illustrent presque n'importe quoi. Moi, le texte doit m'inspirer. Une fois que l'histoire m'a inspirée dans ma tête, je dirais que je rêve un peu à l'histoire. Et ensuite de ça, vient une longue période où on fait des esquisses, où on cherche soit le personnage, l'environnement, et puis en troisième lieu, il y a la technique. Quand tu dis le personnage, c'est-à-dire que tu choisis un genre d'animal ou quoi? Tout dépendant de l'histoire. Ça peut être un animal, ça peut être un personnage. Quand je veux dire personnage, c'est que même si c'est un être humain ou un animal, j'essaie de lui donner une forme originale. Est-ce que tu commences par des croquis, des esquisses? Oui, beaucoup de croquis, beaucoup d'esquisses qui sont tout petits. Des fois, je peux faire une esquisse qui est grande comme ça, où je vais trouver toute la matière pour faire mon image. Bon, une autre question. Est-ce qu'il t'arrive, sans avoir un texte, sans avoir quoi que ce soit, tu prends le crayon et tu commences à faire des croquis, des dessins, de n'importe quoi? Ça t'arrive? Oui. Quand je suis au téléphone, souvent, je vais dessiner comme ça, justement parce que je ne pense pas à ce que je fais. Je suis plus spontanée, comme vous dites. Et je suis convaincue que tu aimes beaucoup ce genre de dessin. Oui, souvent, il y a des choses, il y a des éléments, des fois, je suis sûre que Michel est d'accord avec moi, des petits gribouillages sont plus riches qu'une illustration où on a passé 72 heures. Ça, c'est votre marque de fabrique, ça. Ça, c'est votre personnalité intime, au dessin que vous faites spontanément au téléphone. On parlera tout à l'heure de ta technique. Maintenant, je voudrais voir, Michel Lemieux, comment ça... Je vais te tutoyer en même temps. Comment ça t'arrive de créer tes personnages ou tes textes? C'est un peu la même chose comme Darcia. D'abord, le texte vient parce que c'est le début, finalement, de l'aventure de faire un livre. J'aime bien rentrer dans l'histoire, jongler, y réfléchir, y rêver longtemps et voir apparaître les personnages. En fait, c'est ce que je trouve toujours fascinant, c'est comme une apparition, parce qu'on travaille, parce que c'est pas juste, ça se passe pas juste dans la tête, ça se passe dans les mains aussi, mais je vais dessiner beaucoup, jusqu'à ce que tout à coup, je vois quelque chose, je me dis, ah, tiens, ça, c'est le personnage que je recherche, c'est lui, il est sur le papier, puis il se met à vivre à partir de ce moment-là.
Oui, est-ce qu'à ce moment-là, tu dessines tout ça en blanc et noir au crayon ou... Ça dépend. Ça dépend. Je varie beaucoup dans les procédés. J'ai pas une méthode de travail qui soit coulée dans le béton parce que je me rends compte que des fois, en inversant les procédés, autant dans la conception d'un livre qu'aussi dans la réalisation d'une illustration, en commençant par la queue, On trouve le meilleur. on trouve le meilleur. J'aime bien me laisser une marge de surprise comme ça qui permet un peu de... je pense à un certain dépassement parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, Oui. des fois, on arrive à des surprises qui soient agréables. Maintenant, est-ce que vous dessinez toujours petit format? Vous ne faites jamais de gros format? Quel est le plus gros format qui puisse y arriver à y travailler là-dedans? Ce qui est limitant dans le livre pour enfants, c'est qu'on doit évidemment se conformer à des formats d'imprimerie, un livre ayant toujours un format à peu près standard, mais il faut aussi penser que dans la séparation de couleurs, ça fait qu'on peut rarement dépasser 24 pouces de large pour des raisons strictement techniques d'imprimerie. Ce qui fait qu'une illustration double page sera évidemment quand même assez grande, mais si on travaille à des vignettes, à des choses qui sont insérées dans le texte, évidemment, la réalisation devrait être plus petite. Mais on peut travailler aussi en plus grand et réduire après. Bon, maintenant, on va revenir à la technique. Vous savez, ici, mon émission, moi, elle s'intitule « Technique picturale ». Alors là, il faut toujours que je passe par la technique. Et comme je dis souvent, la technique et la peinture sont des sœurs jumelles. On ne peut pas les séparer. Et le génial chez un artiste, c'est de trouver une technique nouvelle. La façon, parce que la technique, c'est votre expression, c'est votre personnalité dans l'exécution de votre travail. C'est votre technique. Et c'est beaucoup, ça. On peut reconnaître quelqu'un d'après sa technique, n'est-ce pas? On reconnaît Van Gogh, hop, hop, quelques touches. Ça, c'est un Van Gogh de premier coup d'œil. Alors, la technique a son importance. Je commence par Darcia. La technique. Quelle technique tu emploies, que ce soit dans la... même, parlez-moi un peu de la technique d'imprimerie, je ne sais pas, toutes sortes de choses. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire après? quand je fais un livre, c'est que j'essaie de me surprendre. Et comme je m'ennuie facilement, j'essaie de me jouer des tours. Alors, j'ai utilisé des techniques qui vont du crayon feutre avec du crayon de couleur ordinaire à l'aquarelle, l'encre. J'aime mélanger des choses. J'aime me donner un élément de surprise. J'aime que la technique, elle soit difficile pour pas que ça devienne... pour pas que je m'ennuie, quoi. Permets-moi de t'interrompre un peu. Les 4 illustrations qui décorent ici le plateau sont de Darcia Labrosse. Et les livres que j'ai ici, ça c'est de Michel Lemieux, qui sont édités en Europe, aux États-Unis, en Amérique, on dit, mais dans toutes les langues. Ici, il y en a quelques-uns en anglais et en allemand. C'est pour cela, de temps en temps, je vais montrer différentes choses. C'est pour cela. Alors, tu peux continuer, Darcia? Alors, j'aime essayer des techniques différentes. J'aime mélanger des choses qui ne vont pas ensemble. Et la technique, c'est pour s'amuser. Bon, alors, à toi. À toi, Michel, quelle est la technique? C'est probablement la même. Mais chacun peut avoir tout de même une technique différente de l'autre. J'ai varié beaucoup. Une constante qui est dans mon travail, c'est le pinceau. Je suis une fanatique du pinceau. J'ai beaucoup plus de plaisir, finalement, à commencer par la tâche pour en venir peut-être à la ligne après, mais le côté tâche m'attire énormément parce que la tâche, c'est la couleur aussi. J'aime beaucoup commencer par la couleur. Les problèmes, finalement, qu'un illustrateur ou qu'un peintre ou qu'un dessinateur se pose, c'est ça se simplifie en la ligne et la tâche, la transparence, l'opacité. Donc, ça dépend de ce que j'ai envie d'avoir. Et souvent, en lisant une histoire, je le vois. Je vois dans ma tête, sans pouvoir dire pourquoi, je vais avoir une impression de couleur, de matière que j'ai envie d'avoir. Et ça va me dicter si je dois prendre de l'huile ou si je dois prendre de l'aquarelle ou de l'acrylique, selon les effets que j'ai envie d'avoir. Vous employez tout ça, l'aquarelle, oui, disons que l'aquarelle aussi. Oui, j'ai travaillé beaucoup à l'aquarelle et depuis quelques années, j'ai aussi travaillé beaucoup à l'huile et à l'acrylique. Et pourquoi? L'aquarelle, il y a une transparence qui va coller mieux pour les dessins pour enfants.
C'est ce qu'on dit toujours. Par contre, j'aime bien l'intensité dans les couleurs. J'aime bien des couleurs très vibrantes, très intenses, qu'on peut obtenir très bien avec l'acrylique ou avec l'huile. L'huile est, pour moi, vraiment le matériau parfait dans le sens qu'il nous donne à la fois la transparence et l'opacité selon ce qu'on veut obtenir. C'est universel et en même temps, les couleurs sont toujours tellement belles qu'on a envie de les manger. Hein. On l'appelle le procédé roi. Quand il s'agit de la peinture à l'huile. Oui. Darcia, qu'est-ce que tu emploies comme la même chose, je suppose? Est-ce que tu as une préférence pour une couleur, un genre ou l'autre? Je pense qu'avec le temps, j'essaie de redevenir un peu comme un enfant quand je dessine, c'est de me laisser surprendre. C'est difficile de se laisser surprendre par des médiums comme l'huile en illustration parce que il y a une espèce de restriction. Mais je pense que je m'en vais de plus en plus vers l'huile et vers une espèce de plus de liberté. Là, tu me fais plaisir parce que tu as été à notre académie et tu as suivi des cours de peinture à l'huile. Ça me fait plaisir parce que là, je suis convaincu que tu vas arriver à des résultats beaucoup plus intenses, beaucoup plus marqués que travailler à... sauf, je ne vais pas dénigrer un procédé ou un autre. Un peintre... Un illustrateur, n'importe qui, peut faire ce qu'il veut. Il peut employer n'importe quoi, n'importe quelle technique, pourvu que le résultat soit bon. Puis je pense qu'avec Michel, on essaie de devenir de moins en moins des illustrateurs et de devenir de plus en plus des peintres. Même si quand on voit une œuvre dans un livre, c'est peut-être plus commercial que de voir une toile. Mais je pense en voulant devenir plutôt un peintre qu'un illustrateur, on a plus de chances d'être plus généreux avec les autres, puis avec soi-même aussi. Moins de restrictions. Quel est ton peintre préféré? Mon peintre préféré, eh bien, Francis Bacon, que j'aime beaucoup. Et puis... Tu me l'as dit une fois et je voulais m'en assurer. Oui. Et j'aime beaucoup aussi Alechinsky. J'ai de la misère à dire son nom, c'est ça? Oui? Oui. Et toi, Michel, quel est ton peintre favori? Moi, je suis une inconditionnelle Picasso. Picasso. Mais, mon Dieu, comment vous allez pouvoir marier le cubisme avec les dessins d'enfants? On n'a pas nécessairement comme préférence une chose qu'on aimerait faire ou qu'on sent qu'on pourrait faire soi-même. On peut aimer beaucoup un peintre et être tout à fait différent. Là, vous me parlez de ma préférence comme spectateur, comme inspiration. Il y a beaucoup de peintres qui m'inspirent dans mon travail aussi. Oui. Bon, maintenant, dans la vente de ces produits, comment ça s'opère? Comment vous allez, par exemple, contacter, comment vous êtes diffusé à travers le monde? Parce que vos livres sont traduits dans plusieurs langues et sont vendus dans plusieurs pays. Comment ça se passe? Vous autres, quels sont vos bénéfices là-dedans? Quel est votre intérêt? On aimerait tout de même savoir. Moi, en tant que peintre, j'aimerais savoir ce travail que vous faites, dans quelles conditions matériellement vous vivez. Disons-le. Michel et moi sommes très, très riches. Nos souliers sont payés. Pourquoi? Nous sommes très riches, non. Je dirais que c'est d'abord les maisons d'édition qui s'occupent de vendre ce qu'on appelle les droits, de traduire dans d'autres langues. Nous, on reçoit une infime parcelle, un pourcentage de la vente des livres. C'est l'habitude. Mais je pense qu'on est toutes les deux privilégiés parce que on arrive quand même à en vivre de ce métier-là, je dirais humblement, là. Mais c'est ça, on reçoit un pourcentage et ce sont les éditeurs souvent qui nous demandent d'illustrer des livres. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Pour Michel? Moi, ce qui me concerne depuis plusieurs années, j'ai travaillé avec différentes maisons d'édition et depuis plusieurs années, j'étais plutôt fixée à un endroit. Là, en ce moment, je travaille pour un éditeur à New York qui finalement joue un peu le rôle de promoteur ou d'impresario, ce qui me dégage de beaucoup de tâches, de responsabilité d'essayer de promouvoir moi-même mon travail. C'est l'éditeur qui le fait. Alors, en ce sens-là, je me trouve chanceuse aussi. Je suis bien traitée. J'ai un bon éditeur qui s'occupe justement de la diffusion et des traductions. Oui, dites-moi comment vous êtes payé sans indiscrétion. On dit qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il y a des réponses qui le sont.
OK, moi, Comment vous êtes payé? Est-ce qu'on vous donne une certaine avance quand on a choisi le sujet? Comment vous êtes rémunéré? Tout dépendant des éditeurs, je peux dire qu'au Québec, on est payé à peu près 5 de la vente du livre. Souvent, l'auteur à 5 l'illustrateur à 5 aussi. En tant que vous, quoi. C'est ça, oui. Oui. Et souvent, on peut demander une avance. Quand on commence un livre, moi, ça peut me prendre 3 mois faire un livre, bien, il faut que je vive pendant ce temps-là. Alors, un éditeur peut nous donner une avance de fonds qui sera ensuite déduit de ce 5 %-là dans les ventes. Michel a plus d'expérience avec l'Europe et les États-Unis. Je ne sais pas Et comment ça se passe. En Europe? On a encore une minute. C'est un peu le même principe d'avoir une avance pour commencer. Oui. Une espèce de pré-contrat ou un contrat qui fait qu'on bénéficie d'une somme d'argent déjà pour commencer. Et cette avance-là, finalement, elle se transforme en droit d'auteur au moment où le livre est mis sur le marché. Et comment vous êtes parvenu à être connu en Europe? Quel était le J'ai habité pendant 5 ans en Allemagne de l'Ouest et j'ai commencé là-bas à travailler pour une maison d'édition allemande pour laquelle j'ai fait plusieurs livres. C'est pour cela que tous tes livres ici sont en allemand, là. Mais j'aime bien dire aux téléspectateurs aussi que ces livres, vous les trouvez en édition française aussi, un peu partout. Bon, alors, il nous reste 1 minute encore. Durant laquelle je vais vous remercier infiniment pour vous être adonné à cette invitation. Vous nous avez enrichi beaucoup, chose que je voulais savoir, comment ça se passait. Quant au dessin, quant au dessin pour enfants, tout ce que j'ai à dire aux téléspectateurs, que vos enfants ne perdez pas votre argent à donner des cours particuliers pour qu'on leur apprenne ci ou ça. Ce qu'ils apprennent à l'école est amplement suffisant. Attendez donc la puberté, 15, 16 ans, 17, 18 ans. À ce moment-là, si vous voyez que l'intensité recommence, eh bien, envoyez-les à l'école à nouveau. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et à la prochaine, j'espère.